Bonjour à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur la chaîne Figaro TV. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'une de nos écoles les plus prestigieuses, Sciences Po Paris. Une institution au cœur d'une énième polémique depuis que des messages privés de certains de ses enseignants ont été dévoilés, dans lequel ils légitiment le meurtre du jeune militant nationaliste Quentin de Ranc. On en parle dans un instant. En culture, on s'intéresse à une nouvelle exposition qui réunit les œuvres de 72 artistes contemporains autour du plan historique du métro de Paris. Et enfin de la conso, nos agriculteurs n'arrivent plus à vendre leurs légumes français et de saison. Les stocks de poireaux, choux-fleurs et pommes de terre débordent. On en parle en fin d'émission. Alors, ces nazillons ont récolté ce qu'ils cherchaient. C'est par ces mots que des professeurs de Sciences Po Paris ont commenté le meurtre de Quentin de Ranc à Lyon le 14 février dernier, lynché par des militants antifascistes en marge d'une conférence de Rima Hassan à Sciences Po Lyon. Ces messages ont été rendus publics dans le Figaro et témoignent d'une ambiance au sein de Sciences Po Paris. Alors, complicité totale ou partielle, cette institution qui promet et promeut l'excellence, la rigoureuse sélection et le débat d'idées a-t-elle capitulé face à ses étudiants les plus politisés et idéologisés? Pour en parler avec nous, Paul Sébi, vous êtes rédacteur en chef de l'Observatoire Hexagone. Guilhem Carayon, vous êtes vice-président de l'UDR, fondateur de la Ligue des Libertés. Marguerite Frison-Roche, vous êtes ancienne étudiante de l'IEP de Paris en 2019. Et Patrick Martin-Génier, vous êtes professeur à Sciences Po Paris. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, je me tourne vers vous pour débuter cette émission parce que je voudrais avoir votre réaction lorsque vous avez découvert ces messages. Qu'est-ce que ça a provoqué en vous ? Moi, personnellement, j'ai été choqué, d'autant plus choqué que ce n'est pas parce que c'est un réseau WhatsApp qui n'est pas entièrement public. On sait bien que lorsqu'il y a plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de personnes qui discutent sur un réseau, eh bien, cela peut être public. C'est contraire à toutes les règles de déontologie, c'est contraire à toutes les règles humaines, tout simplement parce qu'on ne peut pas se réjouir de la mort d'un militant politique. Vous savez, moi, je suis de Lyon. J'ai vécu la montée en puissance de l'extrême droite identitaire, mais absolument pas. On ne peut pas mourir pour ses idées politiques. Et vous avez vécu une montée en puissance de l'extrême gauche aussi ? Oui, bien sûr, la violence d'extrême gauche aussi. Et donc c'est d'autant plus regrettable. Alors on ne va pas faire des statistiques qui, à mon avis, n'ont pas lieu d'être sur qui a tué plus de personnes, c'est pas l'objet. Je dirais que mourir pour ses idées, c'est déjà inacceptable. C'est effectivement un véritable meurtre, un lynchage dont a été victime Quentin de Ranc. Cela suscite une vague de polémique en pleine campagne municipale à Lyon. Et donc bien évidemment que ces professeurs à Sciences Po, dont un professeur de sport, je crois, puis un professeur d'économie qui se sont réjouis, en quelque sorte, en disant qu'ils l'avaient bien cherché, c'est inacceptable. Et j'espère que la direction de Sciences Po prendra des mesures tout à fait énergiques à l'encontre de ces membres du corps enseignant. Est-ce que ça vous a surpris, ces messages ? Parce que vous disiez dans une précédente interview que c'était un petit peu le fruit de ce qui s'était passé ces dernières années. Bien sûr. Oui, moi, non, ça ne m'a pas surpris. Parce que, vous savez, moi, j'étais étudiant à Sciences Po il y a 40 ans. J'ai ensuite enseigné à Sciences Po. Eh bien, tout a changé. Avant, il y a une quarantaine d'années, vous aviez naturellement des politiques qui venaient s'exprimer, mais on respectait les valeurs de la République. Il y avait des gens de droite, il y avait des gens de gauche. Je me rappelle, pendant l'élection présidentielle de 1981, tout le monde se respectait. Tandis qu'aujourd'hui, on ne se respecte pas. Il y a une montée, en fait, de l'extrême gauche, violente, à Sciences Po. Et je me rappelle, moi, au plus fort de la crise des otages israéliens à Gaza, où j'ai vu des gens danser sur cette fameuse péniche de Sciences Po, vous savez, ce banc en bois de Sciences Po à l'encontre. Ils dansaient non pas uniquement en faveur du peuple palestinien, mais c'était carrément en faveur du Hamas. Et j'ai vu cette organisation terroriste, et j'ai même vu des étudiants arracher des photos des otages israéliens. Et je me suis dit que là, tout était fichu, et que naturellement, il fallait réagir extrêmement rapidement. Et il n'y avait plus de tolérance, il y avait une sorte, j'allais dire, de pression énorme des gens d'extrême gauche à Sciences Po, qui ne respectaient même plus l'opinion inverse. Et donc, j'ai été choqué. Et donc, moi, je m'étais exprimé dans un média pour dire qu'il fallait absolument que la direction de Sciences Po réagisse. Et je pense que la nouvelle direction, en effet, est en train de réagir. Il faut éviter, effectivement, et mettre un terme à cette montée de l'extrême gauche violente, c'est tout. Et donc, non seulement ça, mais la montée aussi de l'antisémitisme à Sciences Po. On reviendra évidemment sur les événements qui ont suivi le 7 octobre. Marguerite, je me tourne vers vous parce que vous étiez étudiante à Sciences Po il n'y a pas si longtemps. Est-ce que ça vous surprend, ce qui s'est passé, ces messages ? Alors, de la même manière, je vais répondre comme monsieur, je ne suis pas surprise. C'est-à-dire que je suis atterrée par la réaction et le fait que des profs, sur un groupe où ils sont 250, puissent se permettre ce genre de réaction,
qui puisse se le permettre dans l'absolu, mais a fortiori devant 250 témoins, et qui n'ait même pas la présence d'esprit de se dire que ça puisse fuiter, mais je ne suis pas surprise. Je pense qu'il y a vraiment un mouvement de fond à Sciences Po depuis longtemps. Moi, peut-être que j'étais à Sciences Po Paris entre 2014 et 2019. Et je pense que j'ai assisté à cette première bascule où il était impossible, par exemple, d'exprimer des idées de droite, d'inviter des personnes qui étaient plutôt classées à droite pour des conférences. Quand on est plutôt classé à droite, ça commence où? Moi, je me souviens que j'ai eu beaucoup de difficultés à faire venir Alain Finkielkraut à l'époque. D'accord. Qui a quand même fait une partie de sa vie en étant classé à gauche. Donc, et c'était déjà c'était l'empire du mal. Enfin, c'était vraiment terrible. Et je pense que ça se transmet partout à travers les conversations, les cours, tout ce qui est une espèce de chape de plomb implicite sur vous n'avez pas le droit de penser de telle manière, etc. Et on peut voir à quel point ça peut inspirer certains esprits peut-être soit moins éduqués, soit beaucoup plus radicaux, qui vont y voir une forme de légitimation de la violence, plutôt que de se dire on va débattre. Si vous n'êtes même pas capable d'accepter que quelqu'un qui n'a pas les mêmes opinions que vous puisse rentrer à Sciences Po pour débattre avec vous, parce qu'il n'est pas du même bord politique, vous voyez bien le glissement qu'il peut y avoir ensuite avec le fait que vous l'excluez de plus en plus, et donc au fond finalement le tabasser, c'est pas si gênant. Et je pense qu'on assiste là à la... Comment dire, c'est que le début. J'espère que ce n'est pas que le début, en tout cas c'est l'aboutissement de tout un processus intellectuel, à mon avis, qui a légitimé cette violence physique. Alors ces messages, évidemment, ils ont choqué, pas que vous, aussi des responsables politiques. Regardez ce qu'a tweeté Bruno Retailleau à propos de ces messages dévoilés. Il dit, je cite, « Honte à ces professeurs de Sciences Po qui prennent cette prestigieuse école pour un laboratoire idéologique de l'extrême gauche et qui justifient l'injustifiable. » Guilhem Carayon, je me tourne vers vous. Alors vous n'étiez pas à Sciences Po, mais la violence idéologique au sein des universités et dans l'enseignement supérieur, c'est pas nouveau. Elle est très présente. Elle est très présente dans l'enseignement supérieur. Et je crois que la montée de l'extrême gauche dont vous avez parlé, elle s'illustre principalement dans les IEP, qui sont effectivement un lieu où il y a des enjeux politiques très forts, et on ne peut pas reprocher à des étudiants, à des professeurs dans une école de sciences politiques de parler de la chose publique. En revanche, que ce soit des professeurs censés montrer l'exemple, qui banalisent un assassinat politique, qui légitiment cet assassinat politique, qui presque s'en réjouissent, parce qu'au fond, et c'est le contre-récit médiatique qui a été alimenté toute la semaine par Jean-Luc Mélenchon et par la France Insoumise, l'idée c'est ça, il l'avait bien cherché. Ces idées légitiment le passage à l'acte. Ces idées légitiment ce que appelle l'autodéfense populaire, qui est en rien une autodéfense populaire. Parce que quand on lynche un jeune au sol pendant des minutes et des minutes, qu'on voit qu'il est quasiment inconscient et qu'on continue de l'agresser, c'est plus de l'autodéfense, c'est juste un assassinat. Et tout ça est le fruit de discours portés dans les universités et légitimés depuis des années? Oui, il y a une montée de l'intolérance qui est très forte. Moi, j'étais étudiant à la Sorbonne il y a quelques années et je me souviens qu'une conférence de Mohamed Sifawi sur la prévention à la radicalisation islamiste, dans un contexte où l'islam politique progressait, il y avait des attentats qui étaient de plus en plus forts, plus en plus présents, multiples sur le territoire national, eh bien, son intervention à la Sorbonne avait été annulée sous la pression d'organisations d'extrême gauche, le Point Levé, qui est une association étudiante qui est un peu l'antichambre du NPA à l'université, et qui avait mis une telle pression que la direction de l'établissement avait dû accepter, par risque de trouble à l'ordre public, d'annuler cette conférence. Et donc, vous voyez, il y a cette mainmise de l'extrême gauche au sein de nos facultés, et qui fait que les directions d'établissement, qui souvent sont neutres, sont de bonne intention, mais sont obligées de céder, parce qu'effectivement, il y a des risques de troubles à l'ordre public qui vont être caractérisés, et malheureusement, c'est toujours les mêmes bandes qui arrivent à gagner. On reviendra plus tard pour voir si les institutions sont vraiment neutres. Paul Sébi, je me tourne vers vous. La violence, et je vous pose la même question, la violence dans les universités, en soi, on pourrait dire que c'est pas quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qui a changé? Alors, c'est peut-être quand même quelque chose de nouveau dans le sens où il y a une forme de... Comment dire ? Il y a un glissement ou une massification aussi idéologique vers la gauche. Parce que Sciences Po, on a l'habitude de dire que c'était une école qui a toujours été plutôt classée à gauche. Ça a toujours été plutôt à gauche. Anne Luxel et Martial Foucault avaient réalisé une enquête en 2022 sur les étudiants de Sciences Po Paris, justement, et avaient montré qu'en 2002, 57% des étudiants se disaient de gauche, donc c'était déjà énorme, mais c'est 71% en 2022. Gauche ou extrême gauche? Parce gauche que et extrême gauche, les deux. 55% des étudiants de Sciences Po Paris ont voté, dans cette même enquête, on le voit, ont voté Mélenchon. Voilà, donc plutôt l'extrême gauche. Voilà, plutôt l'extrême gauche, effectivement. Et donc, il y a une forme de tolérance vis-à-vis de la violence politique, en tout cas celle qui est portée par la France Insoumise, et qui, on le voit, à la fois justifie, essaie de se défausser, mais assume, évident, elle n'a pas... Elle assume, et par ailleurs, c'est normal, du coup, de voir qu'à Sciences Po, les étudiants tolèrent aussi ce genre de violence, puisque la masse est d'accord et partage les mêmes idées. Donc, il n'y a pas
il y a une vraie polarisation, une radicalisation, c'est vrai, des discours. Alors Patrick Martin-Grenier, vous parliez tout à l'heure du 7 octobre et des événements qui sont survenus juste après. Est-ce que finalement le 7 octobre a exacerbé ces tensions au sein de Sciences Po Paris ? Oui, ça a beaucoup exacerbé. Moi, j'étais vraiment très, très attristé et choqué par ce qui s'est passé. Voir des étudiants voilés monter sur la péniche de Sciences Po et se réjouir de ce qui se passait, criant « Free Palestine from the river to the sea », qui niait l'existence même d'Israël, j'étais véritablement choqué. Vous savez, il y a des panneaux d'affichage quand on va dans Sciences Po, comme toutes les universités. Et il y avait naturellement ceux qui ne voulaient pas la guerre à Gaza. Il y avait les étudiants juifs de Sciences Po qui voulaient la libération des otages, qui mettaient des photos des otages, des photos qui ont été arrachées. Et je me suis dit, c'est vraiment scandaleux. Et je me suis dit que là, oui, c'était l'aboutissement, l'exacerbation d'une véritable haine d'une extrême gauche qui s'était développée à Sciences Po, et j'avais appelé précisément l'attention de la direction sur ce sujet. Donc oui, je crois que c'est un élément, non pas déclencheur, mais d'aboutissement en quelque sorte de cette montée de l'extrême gauche violente à Sciences Po, et à partir de là, je me suis dit qu'il fallait réagir. Et je pense que là, depuis le changement de directeur, de direction, on va revenir justement ils ont commencé à réagir. Et donc voilà, mais par rapport à ce que vous disiez, j'ai encore l'espoir de croire que c'est une minorité, parce que c'est souvent la minorité qui fait parler d'elle. Une minorité agissante qui fait parler d'elle. Et donc, la majorité des étudiants ne disaient rien, parce que c'est véritablement une atteinte à la réputation de Sciences Po, qui demeure une école d'excellence, donc il faut le dire. Mais une minorité agissante qui a nui considérablement la réputation de cette grande institution. Est-ce que déjà, à votre époque, le conflit israélo-palestinien, par exemple, était déjà un sujet de tension ? Je pense que ça l'est depuis 20 ans à peu près. Je l'avais même observé dans mes études avant, mais pour le coup, je pense que je suis, on va dire, trop vieille pour avoir assisté à cette exaspération du débat là-dessus. En revanche, je reviens sur un point et sur la violence et tout ça. Il y a vraiment cette idée que Sciences Po est devenu un espace de happening un petit peu où on parle énormément, on débat, on se met en scène et on a l'impression qu'on fait plus du théâtre que... Est-ce qu'on débat vraiment ? Parce que finalement, il n'y a qu'un camp qui débat, visiblement. Non, exactement, c'est ça. En plus, c'est l'illusion du débat, mais c'est aussi du combat politique, c'est extrêmement militant, ce serait l'équivalent des activistes. Mais en fait, on n'est plus là pour apprendre. C'est-à-dire que quand on arrive, moi je suis arrivée à 18 ans, mon premier réflexe c'était plutôt d'apprendre et j'avais pas un avis sur tout et je me piquais pas de savoir quel était mon avis sur tel domaine de la société, sur le conflit israélo-palestinien. Je voulais d'abord apprendre et avoir un peu les armes intellectuelles. Et je me souviens, un des premiers trucs qu'on apprend à Sciences Po, c'est la phrase de Max Weber, c'est l'État, le monopole de la violence légitime. Et je trouve ça assez paradoxal qu'aujourd'hui, ce soit des profs de Sciences Po qui défendent un peu le contraire en disant ils l'ont bien cherché, ces nazillons. Et ça justifie des espèces de milices locales et militantes qui auraient le droit de tuer sous prétexte qu'en face, ils n'ont pas le même avis. Donc je trouve que justement, ça invite à réfléchir sur, on va peut-être d'abord réapprendre des fondamentaux de sciences politiques et se cultiver à nouveau avant d'avoir une action politique et d'avoir un avis tranché surtout. Alors la situation semble quand même avoir été prise en compte, vous le disiez, par le nouveau directeur, Louis Vassy. Il a interdit en novembre 2024 la tenue d'une conférence de Rima Hassan. Est-ce qu'autour de cette table, vous comprenez que cette conférence ait pu être interdite ? On l'a vu, la conséquence directe quand on l'autorise, c'est-à-dire qu'il y a eu ce drame, cet assassinat politique. Oui, parce qu'on le rappelle, c'était en marge d'une conférence de Rima Hassan à Sciences Po. Exactement, et puis on voit que justement, maintenant, on met en valeur plutôt le contraste entre Sciences Po Paris, qui est plutôt apaisé, en tout cas en voie d'apaisement, et les autres IEP, où ce genre de conférences continue. Rima Hassan a été invitée à Lyon, mais les autres députés de la France Insoumise sont invités régulièrement dans les autres IEP. Donc on voit qu'il y a peut-être une voie aussi à trouver dans ce genre d'interdiction, mais qui peut-être permettent aussi d'apaiser les choses et pourquoi pas aussi d'organiser les conférences dans un cadre hors l'IEP. À Bordeaux, par exemple, l'association étudiante organise ces débats avec Sud-Ouest en partenariat et on voit que y a une diversité plutôt des intervenants. Donc peut-être il y a une voie aussi à prendre comme ça. Vous êtes d'accord avec cette voie ? Ah oui, mais moi, vous savez, j'ai enseigné 20 ans à Lyon 3, une fac de droite, et en face, il y a Lyon 2, une fac plutôt de gauche. Mais là où j'étais choqué,
Oui, mais enfin, il y a de la diversité un peu partout. Hein. Mais c'est vrai que j'ai été particulièrement choqué de cette venue de Rima Hassan, parce que ce n'était pas, justement, vous parliez de réflexion, de débat, c'était une réunion, un meeting politique. Elle était applaudie à tout rompre. Il n'y avait pas de contradicteur. Et non, et donc on a l'impression qu'on a vu arriver une égérie, je ne sais pas ce qu'elle portait, mais en tout cas, et là, alors que cette université est dans le musée de la Résistance, dont j'ai vu la fondation à Lyon, où Jean Moulin a été torturé. Donc c'était vraiment une insulte à la mémoire de Lyon, de Jean Moulin, et je crois que là, il y a eu un vrai problème au niveau de la direction. Autant qu'on puisse partager le débat, c'est la liberté académique, il faut la préserver, autant la venue de Rima Hassan, on aurait dû l'interdire parce que ce n'était pas une réunion d'information, de débat, c'était une réunion véritablement politique, et on sait que partout où Rima Hassan passe, c'est une catastrophe, et donc ça peut susciter effectivement des violences et des réactions extrêmement violentes. Je l'ai vu aussi rue Saint-Guillaume à Sciences Po à Paris, eh bien ça suscite toujours des réactions extrêmement violentes et négatives. Donc c'est ça aujourd'hui, les IEP de province peut-être, qui sont de bon niveau, vous citiez Strasbourg, Bordeaux, que je connais aussi, et donc je crois que oui, il faut faire très attention, ne pas remettre en cause la liberté académique. C'est ce que j'allais demander, parce que est-ce qu'il y a des limites finalement à la liberté d'expression? D'aucuns diraient, si on interdit Rima Hassan, finalement, on ne peut pas parler de liberté d'expression. Moi, c'est justement ce que j'allais vous dire, et je vais peut-être vous étonner, mais moi, je serais plutôt favorable à ce qu'on donne la liberté à Rima Hassan de venir donner une conférence, même si, au fond, il n'y a pas de contradictoire, et même si ça devient un meeting politique, parce que l'association qui lui a donné le privilège de parler la met en relief, la met en valeur, mais parce que, tout simplement, si on refuse à Rima Hassan de venir parler dans un amphi à Sciences Po, dans ce cas-là, et c'est déjà le cas pour notre camp, pour des personnalités qui sont républicaines. Notre camp, on rappelle que vous êtes à l'UDR. Ouais, mais là, pour le coup, c'est même pas une question partisane. C'est le camp républicain, c'est le camp universaliste, c'est le camp des gens démocrates, des gens qui refusent les réflexes factieux qu'on a à la France insoumise, en tout cas depuis une semaine. Dans ce camp-là, des personnalités sont interdites de conférences, tout simplement parce qu'il y a une pression systématique qui est mise par une minorité effectivement agissante, vous le soulignez tout à l'heure, de quelques dizaines d'étudiants qui vont perturber les conférences quand elles se tiennent. Et c'est ce qui fait qu'un directeur de rédaction de médias comme Geoffroy Lejeune a été interdit de parole à Sciences Po Lille il y a quelques années. Sylviana Gacinski, qui n'est quand même pas la plus grande fasciste française, a été interdite de parole à Sciences Po Bordeaux. À chaque fois qu'il y a un risque de débordement parce que des militants soi-disant antifascistes, en réalité fascistes, mais ces militants-là menacent de perturber la bonne organisation de ces événements, eh bien, les conférences vont être annulées. Et donc, en fait, si on dit Rima Hassan ne doit pas pouvoir s'exprimer, on va continuer de subir la même chose parce que les militants républicains universalistes, qui, pour le coup, peut-être constituent une majorité, je le pense, mais qui souvent sont très silencieux, c'est la majorité silencieuse dans les facs, vont pas s'exprimer quand il y a les autres, eh bien, les factieux, les antifas, eux, vont menacer de débordement, et donc ça va conduire à l'annulation de ces conférences. Vous voyez, en préparant un peu cette émission tout à l'heure, j'en parlais avec un membre, un délégué national d'un syndicat étudiant qui s'appelle l'UNI. Et il me disait, je lui demandais pourquoi il y avait une surreprésentation des enseignants de très à gauche, et surtout pourquoi il y avait une surreprésentation des intervenants très à gauche, des personnalités politiques très à gauche. On reviendra plus tard sur cette question, parce que justement, ça concerne l'institution et les professeurs. Mais Marguerite, je me tourne vers vous, puisque vous y étiez à Sciences Po. Est-ce que justement, le problème, c'est pas tant d'inviter Rima Hassan que le fait que les autres personnalités d'autres bords politiques ne puissent pas l'être? Oui, c'est ça, c'est ce que je vous disais, et je suis assez d'accord avec ce que vous disiez, c'est-à-dire que je ne pense pas qu'il faille interdire les interventions, parce que, enfin, interdire, c'est ça, les intervenants en fonction de leur couleur politique ou de leur statut, parce que ça va forcément être surtout défavorable, pas aux gens de gauche, mais plutôt aux gens de droite. Donc il y a déjà une forme de pression. Moi, je pense que n'importe qui peut venir s'exprimer à Sciences Po. Ce dont on peut s'assurer, c'est qu'il y a un service de sécurité suffisant pour qu'il n'y ait pas de débordement en marge de l'événement. Mais on s'occupe de deux choses différentes. Il y a la qualité de l'intervenant et pourquoi il vient, pourquoi il intervient, et ensuite le service de sécurité autour. Mais si on est un petit peu honnête intellectuellement, on peut se dire qu'à chaque intervention, il pourrait y avoir quelqu'un qui favorise le débat. C'est-à-dire que le problème peut-être avec cette conférence à Lyon, c'est que c'était un véritable meeting politique. Le propre du meeting politique, c'est que vous êtes là pour chauffer les foules, vous avez des personnes qui sont prêtes à vous suivre dans tous vos combats. Ça n'a rien à voir avec un débat contradictoire comme on peut en avoir de manière apaisée en essayant de mettre en difficulté l'intervenant et de ne pas juste boire toutes ses paroles. Monsieur le professeur, vous êtes d'accord? C'est-à-dire que, je veux dire, lorsqu'il y a des campagnes électorales, des présidentielles, des législatives, voire
les municipales, eh bien, on accueille tous les candidats, de droite comme de gauche. C'est le rôle de Sciences Po. C'est le débat. C'est pour éclairer les étudiants, c'est pour participer. La difficulté aujourd'hui, et ça s'est corsé depuis quelques années, c'est qu'on y tient des propos de plus en plus inacceptables. Je veux dire, il faut que chacun puisse assumer ses Quelle est la propos. limite de la liberté d'expression, selon vous? Alors évidemment, on n'a pas 4 heures, ça pourrait être un sujet de philo, mais où est-ce que ça s'arrête? ne pas propager des propos de haine, vous voyez. Quand Musk, avec son réseau X, intervient en pleine campagne électorale en Allemagne ou ailleurs, ou a traité le maire de Lyon, Grégory Doucet, avec lequel on peut ne pas être d'accord, il l'a traité de rat, vous voyez. Donc quelqu'un qui reprendrait ces propos dans une université seraient des propos qui relèveraient de la responsabilité pénale, d'incitation à la haine. Donc c'est ça la limite, respecter les valeurs républicaines, que ce soit de droite ou de gauche. Alors Marguerite, je me retourne vers vous puisque vous êtes co-signataire d'une tribune publiée dans le Figaro, dans lequel vous écrivez avec d'autres anciens étudiants d'IEP et de Sciences Po, ces établissements ne peuvent demeurer des îlots d'hégémonie culturelle de la gauche et de l'extrême gauche. Plus de 60% des personnalités invitées par les associations étudiantes des IEP appartiennent à la gauche et à la gauche radicale, contre à peine 3% provenant de la droite et 0% de la droite radicale. Le chiffre le plus choquant, c'est quand même le 0% de la droite radicale. Et ces chiffres, vous les connaissez bien. Qu'est-ce qu'ils disent en fait? C'est vraiment 0% de la droite radicale invitée dans les IEP? C'est ça, oui. Alors c'est intéressant parce que ça illustre ce qu'on disait, c'est que ça serait bien que tout le monde soit invité. Mais les étudiants des IEP, du fait de leur glissement idéologique vers la gauche et l'extrême gauche, n'ont même pas la présence d'esprit de le faire. C'est-à-dire pour eux, ça n'a pas d'intérêt d'écouter quelqu'un de droite, a priori, puisqu'ils ne le sont pas eux-mêmes. Et donc, on a un problème aussi là-dessus, c'est que du coup, voilà, nous, on a regardé les invités politiques dans les différents IEP, donc pas Paris, puisqu'on a expliqué que c'était un petit peu différent. Mais sur, du coup, ces 60 invités, il n'y en a que 2 qui sont de droite. Et évidemment, le RN n'est pas invité, alors que moi, j'étais étudiant à Sciences Po Strasbourg il y a 10 ans, 15 ans presque. On avait invité Nicolas Dupont-Aignan, Florent Philippot. Donc ce serait impossible aujourd'hui. Je pense que ce serait vraiment impossible. Enfin, à la fois parce qu'il y aurait des débordements sans doute et des manifestations, mais tout simplement aussi parce que je pense que les étudiants ne verraient même pas trop. Ils ne viendraient pas? Oui, non, mais c'est simplement que les étudiants ne seraient même pas invités. C'est-à-dire que je ne vois pas les étudiants de Sciences Po aujourd'hui faire ça. Donc on a un peu ce problème-là, c'est comment on impose, enfin c'est un peu étonnant de dire ça, c'est comment on impose la liberté d'expression et le pluralisme politique quand les étudiants eux-mêmes ne le sont pas. Et donc là, peut-être que la direction a un rôle à jouer pour essayer de mettre en lien, et ça serait pas mal aussi pour Sciences Po, avec des médias locaux, des associations locales, ce qui se fait déjà plus ou moins, mais qui justement permettent ce débat pluraliste, notamment pendant les élections, on en parlait, et ça c'est fondamental. Et la complicité, est-ce qu'elle vient d'abord de la direction? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une complicité de la direction et du corps enseignant? Je me tourne vers vous quand même parce que ça vous... À leur corps défendant, c'est parfois tout à fait difficile. Il faut concilier la liberté académique, on le disait, et le contrôle des personnalités sulfureuses qui peuvent arriver pour faire des conférences. Vous savez, à Sciences Po, je ne sais pas si vous en avez été témoin, mais on parlait de réunions dites racisées. Où non-mixité. Non, oui, c'est-à-dire qu'il fallait telle couleur, telle origine. Donc, à partir de... on a accusé Sciences Po d'être allé trop loin sur le chemin du wokisme, c'est-à-dire, en fin de compte, vous ne pouvez assister à une réunion que si vous êtes de telle origine raciale, de couleur, etc. Et tout cela, on a laissé aller. Et je crois qu'on n'a pas fait suffisamment attention, on n'a pas été suffisamment vigilant sur l'universalisme de la République. C'est cela, aujourd'hui. Et quand on en est là, eh bien, on ne respecte plus les valeurs de la République. Et je crois qu'il y a eu un laisser-aller, malheureusement. Il y a une reprise en main aujourd'hui. C'est difficile, mais je crois qu'on a réalisé qu'il y avait véritablement un risque. Guilhem, vous êtes d'accord avec ça? Vous parliez justement tout à l'heure de cet universalisme républicain. Ouais, je vais vous donner un exemple très parlant qui montre le refus du pluralisme dans la plupart des IEP de Provence et aussi à Sciences Po Paris. Dans le cadre de la dernière campagne des élections européennes, j'étais invité avec d'autres représentants de mouvements de jeunesse pour défendre notre candidature, notre liste. Et à Sciences Po Paris, le représentant du Rassemblement national n'a juste pas été invité, alors qu'il s'avère que c'est Jordan Bardella, la tête de liste du Rassemblement national, qui a très largement gagné ces élections européennes et que la jeunesse vote très largement pour le Rassemblement national, au moins autant que pour Jean-Luc Mélenchon. Pas du tout à Mélenchon, on l'a montré tout à l'heure, 55% des étudiants qui votent Mélenchon, c'est pas le même score que ce qu'il fait au niveau national, toute génération confondue. Mais surtout, à l'IEP de Lille, je me souviens d'un débat où il y avait le représentant du Rassemblement national qui était là, Pierre Romain Thionnet pour ne pas le citer, et qui, à chaque fois qu'il s'exprimait,
était hué, c'est-à-dire que sa voix était recouverte, donc on ne pouvait pas, rendu inaudible. Donc les étudiants qui voulaient l'écouter, qui voulaient l'entendre, n'avaient pas cette possibilité-là. Donc vous aviez en fait une cinquantaine d'étudiants qui privaient tous les autres de recevoir cette parole-là, d'entendre cette parole-là. Et puis surtout, un service d'ordre qui a été mobilisé, mais absolument pléthorique. Je pense qu'il y avait une cinquantaine de personnes qui encadraient sa venue. Il a été exfiltré parce que les bandes d'Antifa qui recouvraient sa voix menaçaient de le frapper, de le lyncher à la sortie du débat. Donc il a été exfiltré. Ça vous montre quand même le climat d'hystérie totale, de violence qui s'est engouffré dans ces IEP. Et encore une fois, en plus, qui est à la fois pas nouveau. On se souvient typiquement de Marine Le Pen. Vous savez, il y avait cette phrase il y a 15 ans qui était intervenue à Sciences Po Paris et qu'elle avait été invitée par une association eurosceptique. Et elle dit « Vous êtes des enfants de bourgeois ». Et en fait, elle soulevait un autre sujet, c'est la reproduction sociale qui est très forte dans ces IEP. C'est-à-dire que vous avez 14% aujourd'hui. La présence de Bourdieu est aussi très forte finalement dans les programmes. Oui, mais vous avez aujourd'hui, je crois, 14% des étudiants de Sciences Po Paris qui sont des enfants d'ouvriers. Seulement. Et c'est une Pourtant, il y a des quotas qui ont été oui, effectivement, ça augmente un peu. Je crois que c'était 5 ou 6% il y a 20 ans. Mais on n'est toujours pas sur une représentation totale de toutes les couches socio-professionnelles de la société. Donc il y a une reproduction sociale très forte, il y a une homogénéité sociale, il y a, et ça on le constate tous, une homogénéité politique à gauche et à l'extrême gauche qui est évidemment très forte dans tous ces IEP. La reproduction sociale, justement, qui se fait toujours et qui a du mal à attirer un nouveau public. Pourquoi à Sciences Po ? C'est justement, moi je pense que c'est un peu ça aussi le cœur du sujet. Je parlais de cette étude de Anne Muxel et Martial Foucault. Ils ont aussi étudié ça, le rapport des étudiants à leur milieu social. Et on voit qu'il y a une forme, chez les étudiants en tout cas de Sciences Po Paris, de culpabilité d'être justement des classes sociales aisées. Et peut-être que ça nourrit cette radicalité, puisque en plus, par rapport à 2002, les étudiants identifie les moyens de réussite plutôt avec l'argent, la naissance, plutôt que le travail et le mérite. Donc il y a une transformation complète de la vision que les étudiants ont d'eux-mêmes. Ils se voient comme une élite, mais c'est quelque chose de négatif pour eux. Et donc peut-être qu'en réaction à ça, il y a une forme de radicalité qui se tourne vers la France insoumise, mais aussi vers ce vase clos. Enfin, voilà, ils ont bien conscience qu'ils sont une élite. Et c'est étonnant d'ailleurs de voir ce système-là s'illustrer par le débat politique. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment entre eux et avec toutes les dérives que ça implique. La question que je me pose, c'est est-ce que c'est la faute de l'institution finalement ? Est-ce que l'institution, par exemple, quand on passe les concours pour arriver à Sciences Po Paris ou qu'on dépose son dossier, met de facto de côté quelqu'un qu'il soupçonnerait d'avoir des idées politiques plutôt à droite ? Ou non, c'est juste une question de... J'allais venir justement, je pense qu'il y a un vrai sujet sur la sélection. Quand on voit l'évolution des votes, je ne sais plus quels étaient les chiffres, mais c'est qui votent de plus en plus, les étudiants qui votent de plus en plus pour Mélenchon, c'est bien qu'il y a un biais à la sélection. Et je me souviens que quand j'ai fait mon dossier pour Sciences Po, ça m'était... Enfin, j'étais militante nulle part, mais j'aurais jamais mis quoi que ce soit qui puisse laisser penser que peut-être un jour j'ai pensé quelque chose de droite. Enfin, je veux dire, et au contraire, plus j'allais mettre des choses qui allaient plaire aux éléments de langage que je voyais partout sur le site, dans les prises de parole. J'en sais rien, ça allait être... Comment être accepté à Sciences Po Paris ? Ah oui, je ne sais même pas si le... Enfin, maintenant, c'est même plus un concours. Donc moi, je me souviens qu'il y avait quand même la phase de concours et après, il fallait déposer un dossier. Mais finalement, j'avais l'impression que les notes comptaient moins que toutes les associations que j'avais faire par ailleurs. Or, j'étais dans aucune association à l'époque, donc je me suis dit, mince, en fait, il faut que je trouve des trucs. Je fais de la musique, ok, je vais axer là-dessus. Mais il y a aussi cette espèce de prime à l'engagement et à toutes les activités militantes qu'on peut avoir en dehors en dehors de son cursus scolaire. Ce qui n'est pas mauvais en soi. Ce qui est pas du tout mauvais, et c'est au contraire, c'est très sain. Mais enfin, vous êtes d'abord évalué pour vos compétences intellectuelles, votre capacité en l'occurrence à faire une disserte d'histoire, à parler anglais ou à être capable d'analyser un texte de littérature française, par exemple. Ça devrait être le premier critère. Moi, à mon époque, j'avais encore le concours, donc j'ai passé le concours et je suis passée par là. Mais en effet, les questions à l'oral sont plus sur votre parcours, et vous voyez très bien que, si vous mettez un petit peu d'idéologie et a fortiori une petite teinte de droite, vous allez être forcément recalé à l'oral, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, comme tout repose sur l'oral à l'entrée, c'est d'autant plus prégnant. Et encore une fois, ça se voit dans la sélection. Il y a forcément un biais dans la sélection si à la fin il y a autant d'étudiants de gauche et autant de perturbateurs parmi les enseignants, mais aussi parmi les étudiants. Pardon. Guilhem, il y a forcément un biais dès la sélection ?
Je le crois. Je pense que la réforme du mode d'admission à Sciences Po va pas dans le bon sens parce qu'il n'y a rien de plus arbitraire que l'étude d'un dossier par un examinateur qui forcément a déjà des convictions politiques et qui va être tenté de juger en fonction de son prisme idéologique à lui. Moi, je crois davantage au concours. Je pense que ce qui doit être jugé, c'est les compétences que vous disiez, c'est la capacité à réfléchir, la capacité de raisonnement, et on peut prendre en compte aussi le dossier. Un étudiant qui vient d'un milieu défavorisé, et justement ça permettrait peut-être à Sciences Po d'avoir un peu moins de reproduction sociale, son dossier doit être regardé avec peut-être plus même d'attention. En revanche, une réforme du mode d'admission où on considère que uniquement le CV jugé par une personnalité qui est déjà un peu engagé, qui a un prisme idéologique qui est fort, je trouve que ça va pas dans le bon sens. Moi, je crois vachement au concours et je pense que c'est la meilleure façon de juger des étudiants. Paul Sébille, la solution pour sauver Sciences Po et l'enseignement supérieur, c'est de remettre des concours. C'est ça. Alors déjà, Sciences Po Paris est revenu un peu dessus. Ils ont réintégré notamment les notes au bac de français, par exemple, dans la sélection. Donc on revient à quelque chose de plus méritocratique, on va dire. Et oui, de manière plus générale, c'est vrai qu'à l'université, pas seulement à Sciences Po, la question de la sélection est importante, puisqu'on sait que ça envoie évidemment toute une jeunesse dans les études, sans pour autant avoir un espoir à la fin d'avoir un emploi, ne serait-ce qu'un emploi, mais aussi une rémunération à la hauteur de l'investissement mis dans les études. Donc cette question de la sélection, oui, elle est très très importante, et on le voit notamment à Sciences Po, oui, c'est sûr. J'en reviens au sujet initial qui anime cette émission, les messages qui ont été découverts de ces deux professeurs de Sciences Po. Qu'est-ce qu'il faut que Sciences Po fasse maintenant? Est-ce que ces professeurs doivent être renvoyés? Est-ce que ces professeurs peuvent être renvoyés? Qu'est-ce qui peut se passer? Alors, je ne sais pas s'ils peuvent, là je me retourne vers vous, mais en tout cas je pense qu'il faut suivre la justice sur ce sujet, mais je pense que en tout cas je suis ravie au moins que l'opinion publique s'en émeuve, parce que c'est vraiment scandaleux qu'ils aient pu tenir des propos pareils. Il y a deux choses. Il y a les sanctions disciplinaires. Et là, ça relève de l'autorité à Sciences Po Lyon, du directeur d'établissement. Et là, c'est un conseil de discipline qui va juger effectivement ces messages-là. Et je crois que c'est à minima l'exclusion de ces professeurs-là qu'il faut prononcer. Mais il y a aussi la question de l'engagement de la responsabilité pénale, parce que les propos qui ont été tenus, ils relèvent de l'incitation à la haine. La seule question qui se pose, et le professeur en a parlé tout à l'heure, c'est est-ce qu'ils ont été mis à la destination du public. Et la question là qui va être soulevée s'il y a une action en justice qui est menée, qu'on pourrait d'ailleurs peut-être mener avec la Ligue des Libertés, ça va être de se poser la question de savoir si 250 personnes sur un groupe WhatsApp, c'est le public. La question se pose. Et je pense que ça peut être une belle action en justice avec une jurisprudence qui sera intéressante à analyser, mais à minima, il faut évidemment des sanctions disciplinaires à l'encontre de ces professeurs. Paul Sébille, je vous laisse le mot de la fin sur cette question. Oui, moi ce qui me surprend, c'est que ce soit même des enseignants qui commencent à rentrer dans ce jeu-là. Ça, c'est vrai que pour moi, c'est assez nouveau, puisque même à Sciences Po, Strasbourg, il n'y avait pas ce genre de choses, et maintenant on le voit, notamment des professeurs qui signent des tribunes avec les étudiants. À Strasbourg, c'était sur Gaza, etc. Donc c'est assez inquiétant de voir que des personnes... Doivent être sanctionnés ? Oui, je pense qu'à minima, une forme de sanction ou de rappel à l'ordre, parce qu'ils ont quand même un devoir de neutralité, je pense, et ils sont là pour enseigner aux étudiants, pas pour prendre position politique. C'est même pas une prise de position. Oui, quand on légitime un assassinat politique, honnêtement, c'est de la citation à la haine. Tout à fait. Bien. Eh bien, merci beaucoup à tous d'être venus sur ce plateau nous parler de ce sujet. On passe tout de suite à la partie culture. Le Centre d'art urbain Fluctuart accueille pour la première fois une collection privée, celle de Jérôme Daucher, autour d'un thème original mais cher à tous les Français et particulièrement aux Franciliens, le plan du métro parisien. Comme support artistique, l'exposition s'appelle « Dans ses artères coule la vie ». Cyril Gouillette, vous êtes le commissaire de l'exposition, vous êtes historien de l'art et auteur. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors je le disais, cette exposition, c'est une grande première dans ce lieu, original d'ailleurs. Pourquoi ce lieu ? Alors ce lieu, c'est la péniche Fluctuart, qui est un centre d'art urbain, donc qui a l'habitude de faire régulièrement, tout au long de l'année, une programmation d'exposition avec des artistes urbains, graffeurs ou street artistes. D'accord, et donc au cœur de Paris en fait, en plus, au cœur du 7e arrondissement. Au pied du pont des Invalides, sur la rive gauche, et donc à 2 pas aussi du métro des Invalides, bien sûr. Et je me suis demandé si ce lieu n'avait pas aussi un lien avec le titre de l'exposition, parce qu'en soi, on pourrait dire que la Seine coule dans Paris, au cœur de Paris, tout est lié.
Alors, c'est vrai que le support de cette exposition, c'est le plan de Paris, mais ce qui distingue, je dirais, Paris, c'est cette fameuse grande artère qui coule, la Seine. Et effectivement, il y a un petit peu ce jeu de mots, là, ce qui a permis, je dirais, de choisir ce titre pour l'exposition, bien évidemment, pour faire le lien entre la Seine et le métro. Mais le terme artère, il désigne aussi et surtout le métro parisien qui est au cœur de cette exposition. C'est une véritable, finalement, artère de notre capitale. Un souterrain à la fois connu, bien connu, qu'on prend le matin, le soir, et en même temps très méconnu, assez fascinant. Comment est venue l'idée de ce thème ? Alors, cette exposition, c'est celle d'un collectionneur privé qui s'appelle Jérôme Daucher et qui, il y a une dizaine d'années, en fait, est tombé... Alors déjà, il était donc féru de street art, connaissait pas mal d'artistes, et puis il est tombé au Puy de Saint-Ouen sur ce plan du métro parisien daté de 1947, donc déjà un petit peu ancien, et il cherchait un peu un fil directeur pour savoir comment collectionner d'une façon originale le street art. Et donc, il a eu cette idée de faire réimprimer environ 150 exemplaires, enfin petit à petit, ce plan qui fait 1 mètre par 80 cm, donc c'est quand même un beau bébé. Et il le confiait à des artistes au fur et à mesure qu'il les rencontrait. Bon, ça s'est fait à travers différents types de rencontres, mais et puis par le réseau, encore une fois, c'est une sorte de réseau. Et l'idée a été vraiment de donner carte blanche à des artistes en leur disant, au fond... pouvez-vous me réinterpréter ce plan ? Carte pas vraiment blanche, du coup, finalement. Alors, c'est juste qu'ils avaient tous le même support. Tout à fait. Mais l'idée, c'était comment vous allez jouer avec ce métro, en quoi l'œuvre que vous allez faire témoigne finalement de votre rapport soit au métro, soit de façon plus étendue à Paris. Et donc, on trouve au sein de cette exposition uniquement des œuvres contemporaines créées pour l'occasion. Il n'y a que des œuvres originales. Voilà, que des œuvres originales qui ont maximum 10 ans, puisque la collection s'est constituée environ pendant 10 ans, 2016, voilà, au printemps dernier environ. Et alors, c'est une grande diversité d'artistes, en fait, parce qu'il y a ceux qui sont vraiment des graffeurs, qui ont commencé dans le métro à taguer, on pourrait dire, des wagons. Alors ça m'intéresse justement, parce que je pense que le graphe, pour beaucoup de gens, finalement, c'est pas vraiment de l'art, c'est quelque chose qui détériore le métro. Alors comment casser cette idée reçue, parce qu'on le voit dans cette exposition, c'est une espèce de liberté, de transgression, un symbole du lien entre art urbain, ville. Expliquez-nous, parce que souvent les graffitis, c'est assez mal perçu. Oui, alors c'est-à-dire qu'au départ, le graffiti, surtout dans le métro, dans les années, on va dire, 90, se voulait essentiellement vandale, et se voulait aussi s'adresser, je dirais, à une population entre pairs. C'est-à-dire qu'on faisait, le principe, c'était de mettre son nom. Voilà, de façon de plus en plus élaborée en général, mais qui n'était souvent lisible que par ses pairs, par d'autres graffeurs. Et donc il y avait ce qu'on appelait des crews, des équipes qui finalement étaient en concurrence, et c'était à qui faisait le plus beau graphe, le plus sophistiqué, et je dirais le plus risqué, puisqu'il fallait prendre énormément de risques pour descendre dans le métro ou aller dans les terminaux de métro pour aller sur les wagons, etc. Parfois circuler entre les quais. Donc ça, je dirais, c'est une première forme de graphe qui, petit à petit, a pris ses lettres de noblesse. J'allais le dire, cette exposition lui donne ses lettres de noblesse. Exactement. Redonne. Exactement, puisque, alors évidemment, on n'a pas affaire à tous les graffeurs, mais un certain nombre est passé, je dirais, de la clandestinité à, je dirais, au marché de l'art. Et donc, ils vont exposer leurs œuvres dans des galeries, et évidemment, dans ce type d'exposition. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont franchi ce pas artistique qui consistait à dire, au fond, aujourd'hui, j'étais un graffeur, mais je peux le rester, mais je deviens un artiste. Et donc, j'ai cette démarche, tout d'un coup, de changer de support. Parce qu'au fond, là, ils sont sur un plan qui n'est autre qu'un plan imprimé sur une toile. Et ils ont eux-mêmes, alors on voit Nasty là par exemple derrière moi, ils ont toute une carrière qui est de galerie, de peintre sur des toiles. C'est un peu ce qu'on appelle le post-graffiti en quelque sorte. Et alors comment ont été choisis les artistes exposés justement ? Alors pour beaucoup en fait, ils sont passés je dirais par ce lieu très emblématique de Paris, emblématique du street art, qui est le mur Oberkampf. Donc ce mur Oberkampf qui a été créé il y a une vingtaine d'années, fait défiler sur son mur, donc se renouveler alors aujourd'hui c'est tous les mois, mais il fut un temps où c'était tous les 3 semaines et même tous les 15 jours à l'origine, des artistes qui viennent donc pour je dirais, exprimer leur art sur ce mur. Donc ça peut être vraiment des graffeurs ou bien des street artistes qui vont faire des œuvres figurées, des portraits, des animaux ou même une œuvre abstraite sur ce mur. Et donc Jérôme Daucher, vice-président de ce mur, a eu l'occasion de côtoyer tous ces artistes et donc au fur et à mesure, il leur a demandé. Il leur a dit, est-ce que ça t'intéresserait de faire un plan pour moi, etc. etc. Alors vous faites une différence entre le street art, le graphe, tout ça. Je pense que ça peut être un peu flou parfois, c'est peut-être même un peu niche. Est-ce qu'on peut
revenir sur ce qui caractérise et sur l'histoire du street art un petit peu. Bien sûr. Alors, le graffiti, c'est vraiment quelque chose qui naît principalement. Bon, bien sûr, il y avait des graffitis à Pompéi, il y en avait à Paris, etc. Mais le graphe, tel qu'on l'entend, graffiti writing, c'est-à-dire vraiment le lettrage, ça naît à New York, Philadelphie, ça naît vraiment aux États-Unis dans les années 70. Et ça vient se répandre à Paris une dizaine d'années plus tard, 10-15 ans plus tard, avec des artistes qui vont faire le voyage. Alors, des Français qui vont aller chercher une source d'inspiration, je dirais, à New York, et puis qui vont revenir avec des artistes, etc. Bon. Et donc, ça va être la racine vraiment graffiti, et qui va infuser, je dirais, dans Paris et sa périphérie, dans un premier temps, et puis dans différents spots, Londres, Berlin, etc. Et parallèlement, il y a ce qu'on va appeler, alors a posteriori, je dirais, le street art, mais qui est un art beaucoup plus figuratif. C'est-à-dire que c'est des artistes qui, dans les années 80, pour la plupart, voilà, on va citer par exemple Speedy Graffito, Blake Lerat, Jérôme Ménager, dont on connaît le personnage blanc, les VLP, etc., qui, eux, viennent de formations plus académiques, ne sont pas des graffeurs, mais s'expriment dans la rue, et pour le coup vont plutôt, alors on les appelait à l'époque les graffitistes, et eux, ils s'expriment en faisant, je dirais, des personnages principalement, ou des scénettes, des choses qui sont tout à fait, je dirais, visibles et intelligibles pour le grand public. Et ces deux mouvances vont se rencontrer, se nourrir l'une de l'autre, parce que ça va insuffler à ces artistes graffitistes la bombe aérosol et l'énergie, on va dire, new-yorkaise et d'une nouvelle génération, va leur insuffler une nouvelle vie, en quelque sorte, un nouvel élan. Et puis, les graffeurs aussi, pour beaucoup, petit à petit, vont se diriger vers, pour certains, quelque chose de beaucoup plus figuratif ou de plus calligraphique, de beaucoup plus sophistiqué, en fait. Et je pense qu'il y a ce mélange un petit peu de ces deux cultures. Alors, de ces deux cultures, même si l'un et l'autre peuvent être encore très dans des précarés, bon, je ne veux pas généraliser, mais néanmoins, il y a vraiment une sorte d'osmose à un moment donné, ce qui fait qu'aujourd'hui, on parle d'une façon un peu impropre de street art. On préfère, je dirais, l'expression art urbain, qui regroupe un peu. Et on peut parler d'art contemporain, par exemple ? C'est un art contemporain, mais je dirais de facto, mais dans la nomenclature, dans les appellations, etc., de l'histoire de l'art, ça rentre. J'aimerais que ça rentre un peu plus dans l'art contemporain, mais l'art contemporain commence déjà à être à avoir des barrières temporelles qui commencent même à se limiter à aujourd'hui. Donc l'art contemporain, il commence lui-même à se terminer en quelque sorte. Il faut inventer encore des nouveaux termes. Alors, je reviens à l'exposition en tant que telle, dont vous avez le catalogue sous les yeux. Les œuvres se déclinent selon plusieurs grands axes. Donc, on a parlé du graphe, mais aussi il y a des portraits anonymes ou célèbres, des icônes populaires. Quels personnages sont mis en avant dans cette exposition ? Alors, dans les personnages, je dirais, un peu mythiques parisiens, on va retrouver Edith Piaf, on va retrouver Joséphine Baker, donc plutôt des femmes, hein. Là, on voit ici Edith Piaf par Jody Bonnat. Et puis, alors, comme vous le disiez, il y a aussi des personnages qui sont beaucoup plus anonymes, parce que ce qui est très intéressant avec le street art, c'est que, évidemment, comme c'est un art de rue, dans la rue, les artistes vont beaucoup aller chercher leurs modèles dans la rue, précisément. Donc, des riverains, des gens du quartier, parfois aussi des SDF. Il y a toujours une dimension sociale. Oui, figure tutélaire, figure importante, figure passagère aussi, hein, parfois, parce que ça peut être un SDF qui, je dirais malheureusement, ne va pas rester très longtemps dans la rue, mais va marquer son territoire, le quartier en tout cas, et la population. Et donc c'est une façon d'ériger de nouvelles icônes. Et un mot enfin sur Jérôme Daucher, donc administrateur de biens depuis les années 80 et collectionneur. Il découvre le graffiti sur les murs parisiens à la fin des années 2000. Il rencontre des figures comme Jérôme Ménager et Nemo. Et là, il est conquis, c'est de là que tout part, que cette exposition a pu naître ? Oui, parce qu'en fait, en tant qu'administrateur de biens, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui gère énormément d'immeubles dans Paris, donc il est tout le temps dans la rue, il est tout le temps, je dirais, au pied des immeubles, et il voit ce qui s'y passe. Et il a donc cette occasion de rencontrer ces deux artistes que vous avez cités. Et par ailleurs, il est aussi, comment dirais-je, collectionneur de beaucoup d'autres formes d'art, et c'est quelqu'un qui, j'allais dire, est fidèle en amitié, fidèle en art. Donc quand il commence à se passionner pour un artiste et pour une forme d'art, mais aussi un artiste, il va vouloir le soutenir et le suivre et enfin, lui donner ses chances si c'est un jeune artiste, mais sinon continuer vraiment à s'insérer dans son art, donc prendre part. Et ça, c'est important et c'est la raison pour laquelle il a vraiment voulu tisser cette collection à travers toute forme, sans discrimination en fait, toute forme de street artiste.
Très bien, merci beaucoup. Dans ces artères coule la vie, c'est une exposition à découvrir au Cœur Fluctuard situé au Pont des Invalides dans le 7e arrondissement de la capitale jusqu'au 22 avril prochain, du mercredi au dimanche. Merci beaucoup d'être venu. On passe tout de suite à la chronique Conso. Trop de poireaux, de choux-fleurs et de patates, les Français n'en consomment plus et nos agriculteurs font face à un stock de légumes d'hiver débordant. Alors que se passe-t-il? Thibaut Deléaz, vous êtes journaliste au service web éco du Figaro et vous avez mené l'enquête. Trop de légumes, pas assez de ventes. Quels sont les légumes concernés déjà? Alors on sait les légumes qui sont concernés parce qu'il y a eu des appels, notamment de la grande distribution, parfois aussi des producteurs. On se rappelle il y a quelques mois, il y a eu les choux-fleurs dont on avait beaucoup parlé. Ces derniers temps, il y avait plutôt les poireaux, il y a également les producteurs de patates qui disaient qu'ils avaient quelques problèmes. Souvent c'est assez ponctuel puisque, on va le voir, c'est souvent très conjoncturel, notamment à cause de la météo. Très bien. Alors justement, qu'est-ce qui explique ce phénomène? C'est la faute du consommateur qui n'achète plus assez de légumes de saison? C'est celle de l'agriculteur qui a des stocks trop importants? Ou uniquement celle de la météo, justement? Alors, principalement, c'est la météo. En tout cas, ce qui explique que cette année, il y a une surproduction telle que celle qu'on constate. C'est qu'en fait, cet hiver, il a été particulièrement bon. Doux. C'est-à-dire qu'il a fait très doux. Les températures ont été assez élevées pour un hiver. Et en plus de ça, il a été très humide. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'eau, donc il y a tout ce qui est parfait pour que les choses Le terreau poussent. est très fertile. Et donc en fait, ce qu'expliquent les producteurs, c'est que sur des légumes comme les poireaux, les choux-fleurs, qui sont des légumes d'hiver, en fait, ils ont semé, ils ont prévu, ils ont fait leur production pour qu'ils puissent récolter un peu en étalant dans l'hiver. Et en fait, les grandes températures qu'il y a eu et l'humidité qu'il y a eu font qu'en fait, toutes ces récoltes-là, tout s'est télescopé et tout a été récolté en même temps. Et vous avez en face, le consommateur est quand même aussi un peu responsable, entre guillemets, c'est que vous avez un effet d'entonnoir qui est terrible. C'est qu'au bout du parcours, le consommateur, lui, quand il fait chaud, souvent, il n'achète pas de poireaux, pas de chou-fleurs, la consommation elle est moins importante, on va manger de soupe, on ne va pas manger de légumes d'hiver. Donc vous vous retrouvez avec cette surproduction qui, en plus, ne trouve moins de débouchés, en tout cas, qu'à l'accoutumée. Et le problème de ces légumes-là, c'est que c'est des légumes qui ne se gardent pas. Oui. Quand ils sont là, il faut les consommer tout de suite, sinon ils sont perdus. Mais est-ce qu'on n'a pas aussi perdu cette culture du légume frais? Maintenant, on achète surgelé parce que c'est pratique, justement, ça ne pourrit pas, ça ne reste pas dans nos frigos pendant trop de temps. Est-ce qu'on n'a pas perdu cette culture de la cuisine, de cuisiner frais, local? Et est-ce qu'on connaît encore même nos légumes de saison, finalement? C'est quelque chose qui est difficile à mesurer. Quand on les interroge, les producteurs, on constate une baisse qui est structurelle. Par exemple, on parle du chou-fleur. En 2022, pour 100 ménages, la consommation de chou-fleur, c'était 217 kg à l'année. En 2025, c'était plus que 181 kg. Oui. Mais il y a toujours des effets qui sont conjoncturels par la météo. Il suffit qu'un hiver soit un peu plus doux, les gens en mangent moins. Ils n'arrivent pas totalement, pour l'instant, à mesurer ces changements d'habitude. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a aussi peut-être des changements du modèle de foyer français, où on a de plus en plus de petits foyers ou de gens qui sont seuls ou qui sont en couple, qui n'ont pas forcément d'enfants. Acheter un chou-fleur, par exemple, c'est quelque chose de très compliqué, c'est souvent parce qu'il faut le manger. Un chou-fleur en lui-même, ça fait beaucoup plus qu'un repas pour 2 personnes. Il faut savoir comment le cuisiner, il faut trouver des idées. Il faut avoir le temps. Il faut avoir le temps, et c'est souvent ça qui rebute les consommateurs. Pour le cas du poireau, par exemple, c'est un peu moins compliqué, mais c'est surtout ça. Et donc ça, c'est quelque chose qu'ils n'arrivent pas forcément à mesurer et qu'on ne remarque pas totalement. Ce qu'ils mentionnent en tout cas, par contre, c'est qu'il y a un problème de rapport au prix. Oui, justement, j'allais y venir parce qu'en fait, est-ce qu'on a conscience du vrai prix d'un poireau, d'un kilo de pommes de terre ou d'un chou-fleur? Et c'est souvent ça le problème, c'est qu'en fait, ce que constatent les producteurs de fruits et légumes frais, c'est ce que constatent en fait beaucoup d'acteurs de l'agroalimentaire, c'est que la pression du prix, elle est devenue énorme puisque les consommateurs, on est nouveau dans une période où ils font très attention au prix parce que c'est difficile pour pouvoir d'achat. Bien sûr. Et du coup, ce qui se passe en supermarché, c'est que les consommateurs vont regarder le prix et ils vont se dire, oulala, mais c'est trop cher. Et donc, toujours l'exemple du chou-fleur, les producteurs de chou-fleur expliquaient qu'ils avaient fait une étude il y a quelques années où ils avaient demandé à des consommateurs, un panel de consommateurs, pour vous, c'est quoi le prix juste d'un chou-fleur? Et alors? La réponse moyenne, c'était 2,40 €. C'est peu, non? Sauf que pour qu'un agriculteur puisse vivre et se rémunérer à la suite de la production de son chou-fleur, il faudrait qu'il soit vendu entre 3 et 4 € au prix final, une fois que tous les intermédiaires se sont rémunérés, au supermarché. Donc on est loin de ça, et en fait, ça crée une dynamique qui fait que les gens, le consommateur, quand il est au supermarché devant les légumes, il se dit « Ouh là là, mais 3,99 € le chou-fleur, qui est le prix qu'on voit le plus souvent ces temps-ci, c'est trop cher ». Et ça s'ajoute du coup à un effet délétère aussi, où quand il y a une surproduction, ce qui est le cas en ce moment, les prix vont être un peu baissés parce qu'évidemment, loi de l'offre et de la demande, il faut vendre, il y a beaucoup d'offres, peu de demandes, on baisse le prix pour espérer faire, sauf que du coup, dans les périodes après,
où le prix remonte parce que l'offre est revenue à un niveau normal, le consommateur finalement il est plus prêt à payer ça parce qu'il se dit oulala, mais c'était moins cher avant, et pour moi le prix normal c'est ça et pas du tout ce prix-là. Donc il y a cette histoire qui les inquiète, qui est une déconnexion de la réalité des prix et qui est un peu aussi... la grande distribution joue un peu là-dessus, puisque même si globalement ils jouent le jeu, ce que me disent les producteurs, là pour les poireaux, les choux-fleurs, ils ont fait des mises en avant, ils essayent d'acheter français, ils essayent sur ça, mais ils ont quand même besoin, parce qu'il y a cette pression du prix et cette demande de la part des consommateurs de pouvoir proposer des légumes à petit prix. Et quand ils font ça, ça maintient une pression sur les agriculteurs et ça maintient aussi cette idée que le légume serait pas cher, ce qui n'est pas forcément le cas. Est-ce que justement il n'y a pas un problème de concurrence déloyale par rapport aux importations de produits, parce qu'en France on paye plus aussi la main-d'œuvre industrielle qui est plus chère que dans d'autres pays d'Europe, on paye les engins et tous ces prix-là ont augmenté? Oui, c'est ce que disent les producteurs. Sur ces quelques dernières années, je vous donne quelques exemples. Le matériel agricole, il a pris 30%, la main-d'œuvre, elle a pris 15%, l'emballage a pris 20%, la logistique 15% également. Il y a eu une période de très très forte inflation, notamment après 2022 et le début de la guerre en Ukraine. Donc qui évidemment se répercute et qui se répercute sur tous les maillons de la chaîne, c'est-à-dire que vous avez la production du légume en lui-même au début, mais il faut penser que derrière vous avez la récolte, l'emballage, la mise en palette, le transport, la logistique, le revendeur lui-même à ses coûts qui a augmenté, donc il y a tout ça qui fait que le prix a grimpé. Et à côté de ça, vous avez effectivement la concurrence, et ce que disent la plupart des producteurs qu'on a eu, c'est mais il n'y a même pas besoin, il y a la peur avec l'accord du Mercosur qui a été signé, il n'y a même pas besoin d'aller jusqu'au Brésil pour avoir de la concurrence déloyale. Même en Europe. Vous regardez à côté, vous avez en Espagne, la main-d'œuvre elle est beaucoup moins chère qu'en France. Et même en sortant de l'Union européenne, vous avez par exemple très proche le Maroc qui fournit beaucoup de légumes d'été qu'on trouve sur les étals, même en hiver dans les supermarchés. Au Maroc, la main-d'œuvre elle est 10 fois moins chère que la main-d'œuvre en France. Donc il y a un véritable problème de compétitivité. Et c'est aussi une autre piste d'explication, en tout cas qu'avancent les producteurs de légumes sur ce surstock qu'ils ont, c'est aussi qu'ils commencent à avoir des portes se fermer à l'export. Parce que la compétitivité de la France en fait est beaucoup plus faible qu'avant. Et ils se retrouvent avec des marchés sur lesquels avant ils étaient majoritaires et aujourd'hui ils n'arrivent plus à vendre. Et donc par exemple le poireau, certains me racontaient leur surprise de discuter avec des confrères belges qui leur disaient mais moi c'est la première année que j'arrive à vendre mes poireaux ailleurs qu'en Belgique. D'habitude c'est inondé de poireaux français et on n'en achète pas. Et là c'est la première année en fait où le poireau français est plus si majoritaire que ça alors qu'il y a une surproduction. Et où j'ai pu vendre mes poireaux belges. Donc on n'arrive plus à vendre aux Français, on n'arrive plus à vendre à l'étranger. Donc en fait on n'arrive pas à vendre tout court. Mais est-ce que la grande distribution, vous l'évoquiez tout à l'heure, joue le jeu, ou est-ce que en fait elle oscille entre le besoin de rentabilité, donc vendre le moins cher possible, et en même temps ce désir de vendre du produit français bien cultivé, local et cultivé au plus près? Globalement, les producteurs, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils trouvent que la grande distribution joue le jeu. Il y a évidemment toute une question du juste prix qui est payé. On sait qu'on est en pleine négociation commerciale et qu'elles n'ont pas l'air de se passer si bien que ça cette année. Et ça touche aussi la pression qui est mise sur les producteurs de légumes frais pour avoir des prix plus accessibles. Globalement, on voit quand même dans les rayons que sur les légumes comme ça, on n'a pas encore vraiment de légumes étrangers qui arrivent. Il y a encore ce jeu-là qui est joué du Made in France. En revanche, c'est vrai que ça devient difficile, et même du point de vue du consommateur qui est à la base, puisque c'est la demande, les producteurs disaient qu'ils constatent surtout en fait que ce fait d'avoir l'étiquette, le drapeau français, ne suffit plus en fait à vendre. Maintenant, les gens, ce qui compte vraiment pour eux, c'est le prix. Et cette éthique de se dire je vais regarder, acheter français, en fait souvent ça devient secondaire parce qu'ils n'ont pas les moyens forcément de le faire. Eh bien, merci beaucoup d'être venu nous parler de ce sujet du quotidien qui nous rappelle évidemment que pour notre santé, pour notre pays et pour nos agriculteurs, il est important de consommer des aliments frais, locaux et de saison. Je vous souhaite une très bonne soirée sur la chaîne du Figaro TV.